Blaise, tu te mets au feutre? Oui, on va te laisser... On met les trucs plutôt au milieu ou bien on les garde dans la même logique que là. Moi, je Vous pense pensez que quoi? si on commence là, en tout cas au milieu, Ouais. Et puis, là, alors, comme ça, je crois. ok. On recommence. J'ai eu une vie, alors dite normale, je ne sais pas ce que c'est qu'une vie normale, hein, mais une vie sans, disons, problème psychopathologique majeur, en tout cas jusqu'à l'âge de 45 ans. Et puis, suite à différents stress dans ma trajectoire de vie, j'ai fait une décompensation psychotique. Et donc, j'ai été délirant avec des hallucinations auditives. J'ai entendu des voix pendant 4 ans à peu près en continu. Et puis, effectivement, du délire, de la paranoïa, donc vraiment une casse très importante. J'ai pris pendant plusieurs années des médicaments. J'ai été aussi hospitalisé à plusieurs reprises. Enfin, vraiment une trajectoire pas simple. Ça rend bien comme ça. Oui, ce sera plus lisible de loin, mieux. comme ça. Ouais. À ce moment-là, j'ai mesuré un peu l'ampleur des dégâts en termes de pertes sur le plan familial, professionnel. Enfin, et maintenant, je dirais, ça fait 3 ans que je suis dans une perspective de rétablissement plus importante. Ouais. Il va très bien ce point Et voilà. d'exclamation, tu vois? Mais oui, mais oui. Il est très joli. Très bien, super. Extra. Ce qui me semble surtout problématique, c'est qu'il y a quelque chose de très radical, à savoir qu'il y a un petit peu comme on est, entre guillemets, normal, ou bien à un moment donné, on l'est plus. Et que, alors là, il y a une stigmatisation, mais qui est souvent peu explicite. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas vous êtes fou, enfin, j'entends, mais on va plutôt avoir des difficultés sur le plan professionnel, sur le plan des relations sociales, et donc être petit à petit isolé. Ouais, plus tard, ouais. Effectivement, c'est sympa. Il y en a qui ont fait des carrés bleus, des carrés Ouais. rouges. Si moi je repense effectivement à mon parcours, à un moment donné, j'osais plus aller dans certaines rues, dans certains magasins, avec cette crainte de rencontrer des gens que j'avais connus avant et de me dire, mais au fond, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il y a de quoi faire, en tout cas. Ouais. La maladie psychique, elle est assez invisible dans la société. Je pense que c'est vraiment important, ce message de dire, ben voilà, on est là, et puis au fond, on ressemble quand même beaucoup aux autres, hein, d'une certaine manière. Et puis, il y a, pour moi, encore une autre dimension, c'est aussi un message qu'on donne à nous-mêmes, à savoir qu'on se dit, ben, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, on ose, à un moment donné, prendre cette place publique, dans la cité. Avoir une maladie psychique, c'est difficile, mais c'est pas non plus la fin du monde, quelque part. On peut aussi fonctionner. La santé mentale, c'est comme un continuum, ça fluctue. Il y a des moments où on va être moins bien, où ça va être vraiment difficile, mais qu'il y a d'autres moments où on va pouvoir être mieux et puis pouvoir bien fonctionner, avoir une place dans la société digne de ce nom. C'est pas parce qu'on a une maladie psychique qu'on n'est pas normal. Parce que ça veut dire qu'être malade, c'est pas normal, mais avoir un diabète, c'est ne pas être normal. Avoir un cancer, c'est ne pas être normal. Je trouve que c'est assez fort. Si on prend ce parallèle-là, c'est quand même assez fort, les choses qu'on véhicule avec la maladie psychique. Avance sur ta route, mais accorde-toi quelques pauses. Ne te décourage pas si tu te perds dans des labyrinthes et si tu fais des écarts par rapport aux objectifs fixés. Et d'abord, ma route, qu'est-ce que c'est? Il y en a parfois plusieurs. Je me trompe, je reviens en arrière, j'en prends une autre. J'étais secrétaire médicale et un jour, j'ai basculé dans le sens où je me suis réveillée en ayant peur de tout le monde. J'avais tout le temps la peur au ventre. J'avais peur du regard des autres. Comme je n'osais pas parler de mes troubles, je me suis beaucoup épuisée au travail. J'ai essayé de cacher. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois.
Et ensuite, je mangeais plus, je dormais plus. C'est allé très très loin. J'ai fait une tentative de suicide. Et puis, j'ai passé plusieurs mois à Bélidé. Donc j'avais 28 ans. Un oiseau passe et du fond de mon abysse, j'ai envie de le rejoindre. Blessée, je remonte celui-ci tant bien que mal. Petit à petit, je me relève. J'avance à pas de saucisson, je clopine. Un deuxième oiseau passe, je perçois des étoiles filantes. Je cicatrise. Soudain, l'espoir renaît. Je recommence à m'émerveiller et je ressens le besoin de reprendre ma route. Pour moi, l'écriture, c'est quelque chose de profondément apaisant. Ça me fait énormément de bien, des fois, de pouvoir me poser, de me dire, bon ben, où t'en étais il y a 10 ans, où t'en es aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué de façon positive. Je suis une personne qui a un parcours avec des qualités, et puis oui, je suis différente, mais je n'ai plus honte de cette différence. Et ça a été des années de travail, en fait. Et la fierté, elle vient de là. Je suis triste, je suis fatigué, je suis perdu. Ça, c'est plus celle qui me marque. Pour moi, c'est indiscutablement, j'ai pas d'énergie. Et ça me parle beaucoup, ça. Moi, je pourrais plutôt dire, par exemple, pas là, ou pas vraiment là, ou ailleurs. D'un côté, quand on pose un diagnostic, il y a quelque chose qui soulage parce qu'après des années de recherche, on sait ce qu'on a et on peut poser des mots sur une souffrance et je pense que ça c'est important. Et puis en même temps, après, c'est aussi quelque chose qui peut enfermer. C'est une étiquette qu'on pose et il ne faut pas que ça devienne, que ça constitue l'identité de la personne et que la société l'enferme dans cette étiquette. C'est une facette de moi, mais au fond, je reste qui je suis et mon identité, elle reste intacte. Là, peut-être on peut même le mettre dessous, comme ça. Oh, par contre, c'est compliqué dans les longs cheveux. Soyons fous, soyons nous-mêmes et n'oublions pas de rester en lien avec ça, avec notre identité. Parce que c'est ça qui nous porte quand même. Je ne m'attendais pas à quelque chose de pareillement joyeux, enthousiaste. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Je ne pensais pas que les gens joueraient pareillement le jeu avec les costumes, et les entonnoirs, etc., etc. Ça me touche profondément. C'est vrai que pour quelque chose qui fait mal, quelque chose qui fait souffrir, j'ai vu beaucoup de joie, ce qui est très contrasté avec l'habitude des hôpitaux où les gens sont plutôt parfois fermés, tirent la tête ou crient de douleur. Et là, j'ai vu un esprit bon enfant. Je trouve que c'est une bonne chose pour déstigmatiser ces maladies-là et pour simplement le bonheur, parce que ce que tout le monde cherche, c'est le bonheur. Bonjour Nathan Hofstetter. Bonjour. Vous êtes cinéaste. Vous avez réalisé une trilogie autour de la maladie psychique et vous avez votre dernier film, Loulou, qui est sorti en salle dernièrement, c'était au mois de septembre. Exact. Et puis, vous vivez avec la schizophrénie paranoïde. Concrètement, elle se traduit par quoi, cette maladie ? Concrètement, là, maintenant, tout de suite, elle se traduit par absolument rien. Et dans votre quotidien, ça dépend des moments ? Ça dépend des moments, mais si je devais être vraiment frontal avec cette question, en ce moment même,
là, il ne se passe rien. Maintenant, je peux repartir sur quelque chose, c'est-à-dire que j'étais statique. Mhm. Parce que là, on est très statique. Moi, j'ai remarqué, le plus je suis devant des choses qui captent mon attention, plus je bouge les mains. Mhm. Et en fait, moi, j'ai une théorie à propos du mouvement avec ça. Alors, il y a des choses qui bougent beaucoup dans la Mad Pride, que l'on vient de voir. Vous y étiez, alors, plutôt vers la fin. Vous n'avez pas pu participer au défilé. Oui. La Mad Pride, littéralement, c'est la fierté d'être fou. Ouais. Est-ce qu'on peut être fou, entre guillemets, et fier de l'être, selon vous? On peut être fou et fier de l'être, mais on peut être aussi complètement lambda et normal et fier de l'être, je pense. Mm. Mais je préfère, parce que je suis dans ce camp-là, être fier d'être fou. Enfin, je peux être Et vous normal affichez aussi. votre originalité. Vous n'avez pas peur Alors de je l'afficher. sais pas, je ne m'en rends même pas vraiment compte. J'espère que je l'incarne et que je le vis dans le présent, comment je me comporte, comment je suis. Ouais. Mais oui, je pense effectivement la folie c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes et en même temps qu'il faut ne pas prendre avec des pincettes. Mm. Il faut le laisser voler ça. Alors j'accueille aussi Charles Bansac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en psychiatrie, responsable du département de psychiatrie communautaire du CHUV. Pour vous, à quoi ça sert une Mad Pride? Quelle est son utilité? Alors, les problèmes de santé mentale, ça reste quelque chose de très stigmatisé, comme ça a été dit dans le film. Donc, les gens on ne connaît pas les maladies psychiatriques, on a des préjugés, donc on associe aux maladies psychiatriques des choses négatives. Et puis finalement, on se dit, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils ne sont pas comme nous, et il faut les mettre à l'écart, il faut qu'ils aient des droits différents. Donc la Mad Pride, c'est une façon de dire que ça va toucher déjà 50% d'entre nous au cours de la vie. Et puis qu'on est 50% tous... de la population Voilà. qui traverse une période... Au cours de la vie, ouais. on aura, la moitié d'entre nous auront des symptômes psychiatriques au cours de leur vie. À certaines échelles, c'est ça. Hein. Alors, des symptômes diagnostiqués comme troubles Diagnostiqués psychiatriques. 50%. Okay. Si on ajoute la dépression, l'anxiété, la schizophrénie et aussi les problèmes d'addiction, ça fait vite beaucoup de monde au cours de la vie. Et ça veut dire que ça touche tout le monde. On n'est pas des surhommes, et on a des moments de difficulté. Oui. Vous disiez que la maladie psychique, quelque part, ça prive d'un certain pouvoir. Est-ce que la Mad Pride, c'est une façon de reprendre du pouvoir sur sa destinée? Absolument. C'est en tout cas une manière de montrer déjà qu'on n'est pas tout seul, qu'on est nombreux, qu'on est des citoyens, des électeurs, et puis aussi qu'il y a cette fierté aussi d'être capable de surmonter des difficultés qu'on a vécues ou qu'on vit, et de vivre comme les autres. Nathan Hofstetter, vos films, est-ce que c'est d'une certaine manière une façon de reprendre un peu de pouvoir aussi sur votre vie? Même pas. Je pense que le pouvoir, je l'ai mis d'abord moi-même en l'utilisant moi, parce que la folie, c'est ce que on vient de dire, c'est un moyen de mettre un pouvoir dans sa vie en fait. Mais je pense c'est une espèce de petit pouvoir qu'on a. Alors, je vous propose de regarder un extrait de votre film Loulou. Loulou, c'est le terme que vous utilisez pour parler de ceux qui sont un peu à côté. C'est ça. C'est ça. Alors, vous filmez vos amis, vos proches, et vous vous filmez vous-même. Je vous propose de regarder un extrait. Je suis complètement, en ce moment, parano. Ouais. Là, je suis bloqué. Je sens enfin la pression de tous ces regards. Je prends même des risques en filmant. Pas trop quand même, n'est-ce pas? Ce que je fais là, j'aimerais bien savoir ce que je fais là, en ce moment même, ici-bas. Mais que fais-je donc ici-bas? Que fais-je donc à ce moment-là? Enfin, je me dis que j'arrive à penser au vide. Je me dis que j'arrive à penser à rien. Nathan Hofstetter,
Vous avez choisi de vous montrer dans des états de crise. Vous vous exposez en quelque sorte. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de montrer ça? Parce que je pense, tout ce que je montre, tout ce que j'ai montré, c'est pas quelque chose dont j'ai honte en fait. Et on me dit souvent, vous avez eu le courage comme ça de me montrer ces choses-là. Moi, je n'ai en aucun moment dû prendre mon courage à deux mains pour faire ce que j'ai fait. C'est venu complètement naturellement. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si on est 50% bientôt, eh ben, en fait, ça fait juste moitié-moitié en quelque sorte. Dans le sens où c'est une part égale. Et l'anxiété, la dépression, la bipolarité, la maniaco-dépressivité, le borderline, le maniaco-dépressif, tout cela, on l'a tous à différentes échelles en fait. Et certains arrivent à le canaliser dans notre système. On peut dire ça, Charles Bonsac, effectivement. On parlait d'un continuum de la santé psychique dans le reportage. On est tous quelque part sur ce continuum. Absolument, oui. Et je pense que c'est bien de l'entendre comme ça. Je trouve que c'est très beau ce que dit Nathan, parce que évidemment qu'on peut tout à fait se reconnaître dans ce que dit Nathan, et on est sur ce continuum entre des personnes qui sont très loin, et qui, par moments aussi, Nathan raconte qu'il est très loin, qu'il est parano, que c'est un moment difficile. Et puis il y a d'autres moments où il est moins loin, mais qu'il soit loin ou près, en tout cas, c'est un être humain comme vous et nous, et on comprend ce qui se passe pour lui. Est-ce que se filmer comme ça peut être quelque chose de thérapeutique? Alors, se voir soi-même, c'est évidemment quelque chose de thérapeutique, parce qu'on a besoin de se voir soi-même pour pouvoir se guérir, pour pouvoir se comprendre. Et l'expérience de la maladie mentale, c'est comme les autres expériences. On a besoin de pouvoir les voir avec un certain recul. Et alors, ce que fait Nathan, c'est évidemment une œuvre artistique. Donc, c'est une forme de sublimation d'une expérience, et puis de la transmettre dans un film, dans une œuvre artistique. Ça peut être d'autres choses. Mais au quotidien, ça peut être aussi identifier les premiers signes qui font qu'on est en train d'aller moins bien, par exemple, et de pouvoir les reconnaître, de pouvoir aider aussi J'ai eu cette chance au final. Voilà. J'ai eu cette chance. Quelle chance? La chance d'être pris en charge vite après les premières crises psychotiques. Après 2-3 semaines, j'ai été hospitalisé d'office sans être violent. Et tout est allé bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans l'adolescence aussi, il me semble, qu'il faut regarder ces choses un peu plus tôt, des signes. Ça peut se reconnaître tôt. On a eu cette expérience-là, de pouvoir la reconnaître, et que les autres aussi puissent la reconnaître. Ça permet aussi, par exemple, de faire des directives anticipées ou un plan de crise. En tout cas, ça permet, plutôt que de vivre ça comme une catastrophe qui nous tombe dessus et qu'on vit comme un traumatisme, plutôt comme l'occasion d'apprendre quelque chose sur soi et peut-être justement de prévenir des catastrophes qui peuvent arriver. Il y a le moment crucial peut-être du diagnostic aussi. Comment est-ce que vous l'avez vécu, l'annonce de votre diagnostic? Bien, plutôt. J'étais un peu libéré, je savais ce que j'avais. Et je sens que je me répète, mais je me souviens très bien que c'est ce que je me disais, il y a un mot dessus. Je pense que c'est ça, c'est juste que comme les mots, quand on met des mots sur les choses, sur les gens, sur les objets, il y avait un mot dessus. Et ça, c'était déjà méga important comme information. Sans que ce soit une étiquette? Non, je le prenais juste comme ça. Je ne le prends pas comme une étiquette, non. Je sais que les gens voient cette étiquette en moi, mais je ne me comporte pas en me disant j'ai cette étiquette. Je n'essaie pas de me comporter en ayant cette étiquette en véritable. Vous diriez que la schizophrénie, elle fait partie de vous, pourtant vous n'êtes pas réduit à elle. Enfin, quelle place elle prend dans votre identité? Je pense que c'est dans le monde, dans la société, dans le système dans lequel on met quand même des mots sur des choses. On catégorise, on est en Suisse au final. On est les pros du temps. On est les pros du temps, on est les pros. Moi, je pense qu'il y a. Moi, je suis profondément suisse et profondément humain et profondément terrestre. Enfin, à l'échelle de la Terre. Mais tout ça pour dire que je perds le fil. Le diagnostic, Charles Bonsac, c'est vrai que c'est un moment crucial. Comment vous vous y prenez, vous, pour l'annoncer? Alors, dans le passé, en fait, on ne parlait pas de diagnostic. Et on s'est aperçu en parlant avec les personnes et avec leurs proches que c'était terrible pour eux, parce que de ne pas avoir de diagnostic, c'est justement la capacité de pouvoir saisir quelque chose, de pouvoir être autonome pour retrouver la santé. Et évidemment que si vous avez un cancer ou un diabète, vous aimeriez savoir c'est quoi ce diagnostic pour pouvoir faire le bon régime, pour pouvoir avoir le bon équilibre pour retrouver la santé.
Et puis en même temps, c'est évidemment un diagnostic comme une schizophrénie, dans le public, c'est associé à des images très négatives qui sont fausses. Ça fait peur. Ça fait souvent. peur, parce que justement, il y a des stéréotypes qui sont associés à la schizophrénie, où on dit, ben voilà, si on dit que j'ai une schizophrénie, alors ça veut dire que je suis violent, alors que ce n'est pas du tout le cas, ou ça veut dire que je vais passer le reste de mon existence dans un asile. Donc d'entendre ça, ça peut être un choc, ça peut être une forme de... Vous ne l'avez pas vécu comme ça, mais en tout cas, ça peut être une forme de condamnation. Parce que je l'ai vécu comme ça aussi à un moment donné. Vous l'avez vécu comme ça? Oui, quand je dormais 17 heures par nuit, je me prenais 3 heures le soir pour m'endormir, 3 heures le matin pour me réveiller. Je regardais le plafond et que je ne disais rien et que je pesais une surcharge pondérale assez proéminente et que je ne disais rien et que je n'avais plus aucun espoir. Je comprends complètement les gens qui disent « je ne peux plus, je ne vais plus pouvoir... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette situation de différence telle ?» Et je comprends tout à fait ça. Je suis un espèce de beau cocktail de tous ces diagnostics qui arrivent à en parler à peu près. Et je trouve que c'est intéressant. Je pense que c'est justement pour ça qu'on doit associer la question du diagnostic à qu'est-ce qu'on va faire pour accompagner la guérison. Et puis aussi le rétablissement. C'est voilà, ça le la perspective directe. Et c'est vivre avec le rétablissement, justement. Et puis aussi de savoir comment est-ce que la personne va participer à ça. Elle doit participer, mais c'est obligatoire. La médication, il y a plein de débats aussi, il y a des points de vue. Jouer son rôle. Et je crois que si on a une schizophrénie et puis qu'on a le sentiment d'avoir un rôle actif pour pouvoir maîtriser sa vie, et pouvoir finalement faire sa vie malgré un diagnostic, je pense que c'est vraiment très important. Je suis artiste, je ne suis pas expert comptable. Je pense peut-être que ça aide. On ne sait jamais. Et c'est ça qui est beau, c'est que je pense que c'est tout aussi possible. Et c'est ça, c'est enfin la réponse qu'on devait me donner à cette phrase que je disais toujours, qui des fois faisait rire. Et en fait, non. Vous avez percé le juste mot de ce parallèle-là. C'est qu'évidemment, expert comptable aussi, il peut être complètement fou. Et les psychiatres et tout le monde. Nathan, dans votre film, un de vos amis qui est bipolaire, Manu, dit à un moment je vis avec cette maladie, je dois dire que ce n'est pas un cadeau. Et en même temps, ça peut l'être aussi. Est-ce que vous vivez aussi cette ambivalence? Ouais, je vis beaucoup cette ambivalence. Et en fait, en phase psychotique, on a une espèce d'affect qui se développe comme ça, qui fait qu'on absorbe absolument tout de façon extrapolée. Et l'hyperbole, il y a plein de schémas qui entrent en considération et qui deviennent surpuissants. Donc la notion de mourir et de vivre dans ma tête, dans mon monde, je l'ai vécu. Ce qui fait qu'après coup, j'ai développé un système d'autocontrôle qui fait que j'absorbe les émotions négatives, je les absorbe. Elles me font une carapace qui enlève le négatif. C'est ce simple système un peu quasiment atomique comme ça que je mets en place pour gérer ma vie. Alors, je vous propose, on n'a plus beaucoup de temps, mais mais c'est très bien, mais parce que j'aimerais encore qu'on puisse regarder un deuxième extrait de votre film, parce que je le trouve très beau. Alors, on regarde. Il s'agit du traitement que vous suivez. Ça me fait penser que j'ai de la chance de prendre qu'un seul médicament maintenant. C'est un neuroleptique, de l'Abilify. J'en prends 300 mg par mois, ce qui est une dose moyenne basse, qui me permet d'être stable. Ça a pour effet de filtrer la dopamine qui sécrète l'énergie en gros du cerveau. Donc en quelque sorte, je suis anesthésié sans véritablement m'en rendre compte. Mais j'aimerais bien, à un moment donné, vivre sans ça, sans cette énergie pharmaceutique, chimique dans le cerveau. Même si je sais que c'est une prise de risque, j'aimerais bien, quand je serai plus fort, plus stable, plus ancré, j'aimerais bien arrêter. Je pense que c'est compréhensible, même si on me dit de pas le faire. Parce que c'est risquer la crise, alors que je pourrais sentir plus les choses au final. Pour être normal. Sentir un peu plus les choses pour être un peu plus normal. Ouais. C'est ce à quoi vous aspirez. Ouais, j'aimerais bien revenir sur cette phrase que j'ai notée dans le film. Mais je pense pas, j'ai aucun regret avec le film. J'aimerais être normal, mais j'aimerais être tout le monde en même temps. Enfin, je sais pas, ça devient un peu métaphorique tout ça. Et vous disiez en regardant ça, ouais, j'aimerais bien pouvoir m'en passer, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Je sais pas combien de temps il reste, j'ai une mini-histoire de 10 secondes. J'étais dans le tram et en fait, j'avais vraiment l'impression, pure et dure, en fixant ma psychose,
que le tram bougeait à la vitesse à laquelle je tournais la bague autour de mon petit doigt. Et évidemment, je le sais bien, ce n'est pas le cas. Mais je le croyais tellement que c'était le cas. C'était une psychose que j'ai vécue vraiment, en me disant je peux le faire dérailler. Charles Bonsac, c'est pas évident du tout de suivre un traitement sur une longue durée. C'est évident pour personne d'ailleurs, hein, que ce soit pour la maladie psychique ou pas. Comment vous faites alors pour accompagner ces traitements? Moi, c'est juste, on est très désobéissant comme patient, c'est-à-dire qu'après 5 jours, en général, on prend... 5 jours? Oui, alors les études montrent qu'après 5 jours, 50% des traitements ne sont pas pris correctement. Et c'est vrai que quand une maladie dure très longtemps, ça peut pas être simplement l'obéissance à l'ordre médical. Ça doit être une forme de partenariat, ça doit être compris, accepté par la personne, et évidemment que les effets secondaires ne doivent pas dépasser les effets attendus. La norme aussi, en quelque sorte. Et je trouve ce que dit Nathan dans l'extrait, c'est vraiment magnifique, parce que c'est effectivement ce qu'on attend des traitements. Quand on a trop d'émotions, trop de bouleversements, trop d'idées, on aimerait les abaisser un petit peu. Mais évidemment qu'on n'aimerait pas que la personne n'ait plus d'idées, plus d'émotions et soit complètement anesthésiée. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre à la fois pour diminuer les symptômes qui sont difficiles à vivre et puis en même temps pouvoir vivre, parce que le médicament ne doit pas tuer la personne ou sa créativité C'est ou hyper sa important. vie. C'est bien le mot. Nathan, pour conclure, vous vous aspirez à quoi aujourd'hui? C'est quoi votre rêve? Mon rêve, c'est ce qui est bien justement, c'est que je la pose souvent cette question. Mon rêve, c'est ce que je suis en train de vivre en fait. Et je pense que si les gens se rendaient compte des fois qu'ils vivent dans leur propre rêve, ça ferait du bien à tout le monde. Parce que on le construit nous-mêmes, notre réalité. Oui. Vivre ses rêves, vous le faites. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Beaucoup. Merci Nathan. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.